Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, que ce soit des mangas, des BD ou des comics. C'est la troisième émission et pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, je vais parler d'une dizaine de titres, 8 exactement. Il va y avoir du spoil parce que je vais vraiment rentrer dans le titre et dire ce qu'il y a dedans. En description, vous avez les timers avec chaque série de où elle commence jusqu'à où elle finit. Et donc si vous voulez pas vous faire spoiler un titre en particulier, dans la description. Voilà. On commence avec Innocent Rouge tome 8 de Shinichi Sakamoto, un auteur que j'adore énormément. Bon, j'ai pas souvent l'occasion de parler de Innocent Rouge parce que les tomes sortent pas régulièrement. Mais là, je vais essayer de vous vendre un petit peu le speech. Alors, c'est la suite de Innocent, donc c'est vraiment une suite directe. C'est vraiment la partie 2 de Innocent, donc Innocent Rouge, qui se passait durant l'avant-révolution française. Là, on est en plein cœur de la révolution française. Et on suivait la famille Sanson, qui était la famille des bourreaux royaux. Voilà, ils exécutaient les gens et ils décapitaient les gens. Là, on est après la Révolution, même s'ils font des va-et-vient avec la Révolution française, parce que on revoit Louis XVI, qui est censé être mort, si je dis pas de conneries, dans le tome précédent. Donc c'est un peu spécial comme tome, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours dans le passé, présent, futur. Ils reviennent sur des trucs qui sont passés dans le passé, enfin, une semaine dans le passé, donc c'est un peu bizarre. Il avait pas fait ça jusqu'à présent, l'auteur, c'est un peu particulier. Dans ce tome-là, Charles-Henri Sanson, le personnage principal, bon... De Innocent, la première partie, là, c'est la partie rouge, c'est plus sur sa sœur, mais là c'était vraiment un tome sur Charles-Henri qui a inventé la guillotine. Ça y est, enfin, avec des gens, il a inventé la guillotine. Ils font des essais avec différents types de lames, ils ont trouvé plus ou moins à quoi ça allait ressembler, ils font des tests, et donc ils se rendent compte que, ils savaient que son métier de bourreau allait disparaître, mais que ça fallait pas être tout de suite parce que, il y a encore cette image de, tu vas tuer quelqu'un devant une foule entière. Et il y a des gens, ils ont du mal encore à supporter le fait de... Bon, t'as juste à tirer une corde, mais c'est quand même dur psychologiquement à endurer. Voilà, c'est un tome qui est très bien. Il y a des super scènes, notamment la scène où ils inventent la guillotine et qu'on voit tous les prisonniers qui se disent « Oh merde !» et là, toutes leurs têtes sont coupées, c'est génial. Voilà, il y a un plan comme ça, fabuleux. La rencontre avec Zéro, sa nièce, donc la nièce de Charles-Henri, donc la fille de l'héroïne. C'est Marie-Joseph, si je dis pas de conneries. Parce qu'elle est un peu pas très présente dans ce tome-là, Marie-Joseph. Vraiment cool. Et le second fils de Charles-Henri, j'ai lâché une petite larme, voilà. Je m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça. Je pensais qu'il allait suivre le même chemin que son père, parce que finalement, il a le même comportement que son père. Il rejette un peu ce métier d'exécuteur, et je me suis dit, bon, il va suivre ce même chemin. Finalement, non. Kingdom, tome 26, ça y est, on a commencé l'arc de la coalition. Bon, il avait commencé dans le tome précédent, mais là, ça y est, on est en plein cœur. Enfin, en plein cœur. Je crois qu'il dure une dizaine de tomes, donc on est à peine au tout début de l'arc, mais voilà. Vous avez compris l'idée, ça y est, l'arc de la coalition. 5 nations, ouais, 5 nations contre Kin, ça dépote. Tous les généraux sont mis en avant. Alors, la première moitié du tome, c'est sur Dukyu, le mec avec les dents de requin, là, qui se bat avec un gros bouclier et une lance, qui est puissant. On a Shin qui est un petit peu mis en avant, mais franchement, c'est pas son arc. Là, on va mettre en avant tous les grands généraux, parce que on voit vite fait Shin. Après, on passe sur Dukyu, après on passe sur Tuki, on passe sur Mubu, on passe sur Muten, on passe sur Uon, mais Shin, il est vraiment absent de ce tome, et je crois qu'il est quand même assez absent de l'arc en lui-même. Il y a aussi Kanki qui est mis en avant avec la scène de l'arc. Voilà, je pense que c'est une des scènes les plus mythiques de cet arc, parce que franchement, j'en perds mes mots. La scène où les mecs, ils envoient une grande tour et ils disent « Ah !» Il tire une flèche, il met des jarres d'huile ou d'alcool, il tire une flèche enflammée, fin de la tour. Ah ciao, au revoir. C'était génial, franchement c'était surpuissant. Il manquait juste un fuck bitch quand il tire sa flèche. Voilà, franchement c'était surpuissant. Kanki sort pas les steaks, très bon personnage. Qui je crois que c'est l'arc suivant, ça va être son arc, si je dis pas de conneries. Peut-être que je dis une connerie, à voir. Mais voilà, là on va voir dans le prochain tome Tuki qui est mis en avant. Il est sur la couverture, mais il va vraiment être mis en avant dans le tome suivant, si je dis pas de bêtises. Là on le montre un petit peu. On explique que c'était quand même le second de Uki, il était vraiment respecté par lui, qu'il était un peu dans son ombre, et donc forcément il était très fort Uki, lui il était très fort aussi, mais Uki était vraiment l'arbre qui cachait la forêt. Uki c'est la forêt, voilà. Donc là il va montrer son plein potentiel, et je pense qu'il y en a qui vont se dire ah ouais, il était fort ce con. Blue Giant tome 8, alors avant de commencer, il faut vraiment que je mette un pied au cul, parce que quand j'avais commencé Blue Giant, j'avais surkiffé, je t'ai dit il faut vraiment que je commence vertical avant que Blue Giant commence. Il reste 2 tomes avant la fin de Blue Giant. J'ai acheté 0 tomes de vertical. Le présent titre de l'auteur, qui parle de la montagne. Faut vraiment que je me dépêche de les acheter, parce que sinon, je vais... c'est même pareil pour Blum, je vais te dire, je vais m'acheter toutes les séries de l'auteur, Somuniai. J'ai acheté 0 titre, voilà. Donc, Blue Giant, tome 8, le groupe Jazz continue à faire parler de lui. Bon, c'est vraiment un tome centré sur les 2 membres, enfin 2 des 3 membres du groupe, donc Yukinori
le pianiste qui va essayer de se trouver un sens, enfin essayer de trouver un solo de piano, parce qu'il est pianiste. Voilà, c'est vraiment le premier tiers du tome. On a Tamada aussi, qui veut faire son solo de batterie, qui s'entraîne. Franchement, le passage où il tape là, avec tout le fond en noir, génial. Alors il y a aussi une page en couleur, alors ça m'a surpris, j'ai dit oh, ok, ils ont fait une page couleur. Bon, c'est un peu une page Joseph, c'est juste Tamada qui fait du piano, mais il y a une page couleur, Glénat a édité une page couleur, l'a imprimée, donc c'est vraiment cool. Franchement, le budget est toujours aussi bien. Bon là c'était un tome un peu plus calme que les autres, j'ai trouvé. Bon, même si il commence à introduire le côté professionnel, parce que le groupe Jazz est approché par un spécialiste, enfin un producteur qui veut produire des CD. Bon, dans un monde, enfin dans une époque où le jazz c'est un peu pas très bon en termes de vente, il y a un mec juste avant eux qui va se faire vendre des CD, ils vont en vendre 2000, il dit on va en produire 2000. Donc c'est à dire qu'ils estiment pouvoir en vendre 2000, ce qui est peut-être pas le cas. Donc voilà, eux disent, alors ils parlent de 10 000, ouais j'ai un groupe 10 000. Voilà, c'est pas beaucoup 10 000, hein, 10 000 ventes, c'est, je sais pas, en termes après, faut imaginer aussi que bah, le producteur va prendre une part, le fabricant va prendre une part, le mec qui va vendre va prendre une part, et qu'il restera peut-être une petite part au groupe, qui va devoir se diviser ça en 3, donc ils vont peut-être gagner 3 copecs. Voilà, à voir, franchement là on en arrive dans le côté professionnel de l'œuvre, et on arrive bientôt à la fin de la série. Bon, même si je sais qu'il y a une suite, alors je crois que c'est Blue Giant Extreme, un truc comme ça, ou Super. J'espère que Glénat va éditer la suite, parce que franchement c'est un super titre, et j'ai hâte de lire Vertical. Faut vraiment que je me prenne les tomes, parce que bientôt 2 tomes, et j'ai toujours pas commencé Vertical. Les enfants de la baleine, tome 13, alors je tiens direct à m'excuser avant de commencer, je vais peut-être cafouiller sur des noms. Donc on a fini l'arc avec le pays d'Amon Logia, qui était le pays où devenait Gloxinia, non c'est pas Gloxinia, c'est Roxalito, donc le mec avec les cheveux de toutes les couleurs en pagaille. Donc ça y est, c'est fini, l'Empire est arrivé, ils ont décimé, ils ont fait leur chaos, ils ont fait le bordel. Ça y est, ils ont quitté Amon Logia, ils vont trouver les enfants de la baleine, les habitants de la baleine de glaise vont essayer de trouver une terre natale, alors que 2 de leurs amis sont portés disparus. Alors là, je pense que le tome 14 va être assez vénère en termes d'affrontement verbal, parce que là déjà il y en a un petit peu vers la fin du tome, mais c'est un peu, j'ai décidé, on fait comme ça. Je sens qu'il va y avoir le personnage Shakuro et 2-3 de ses potes qui vont partir en mode mission d'infiltration pour délivrer leurs 2 potes qui sont capturés par l'Empire. Je suppose, hein, peut-être que c'est pas ça. Voilà, franchement, il y a aussi le personnage Roxalito qui est super cool, avec la relation avec son père qui est mis un peu plus en avant dans ce tome-là. J'ai eu un petit frisson pour lui, hein. Au tout début, j'ai dit oh merde. Et ça va, ça s'est arrangé. Mais franchement, super tome. Ça avance super bien, les enfants de la mer, enfin les enfants de la baleine, putain. Les enfants de la mer, ça n'a rien à voir, c'est juste les enfants. Voilà, franchement, super titre, en 13 tomes pour l'instant, il y en a encore d'autres qui vont arriver. Je conseille, c'est très spécial par contre, hein. Très beau, très fin. Il y a un animé qui est sorti il y a 1 an ou 2, allez-y. Mais franchement, super tome, à voir comment ça va avancer. Bon là, surtout que le personnage de Orca montre un peu plus ses dents. Il va vraiment devenir un personnage très menaçant dans les prochains tomes, parce que là, il crée son propre empire. Voilà, vraiment hâte de lire la suite, très bon tome. Les enfants de la baleine, très bon. Alors, on s'arrête de parler de manga et on parle de bande dessinée avec Conan le Cimérien aux éditions Glénat. Parce qu'en fait, je viens de parler de 2 mangas Glénat, donc je me dis c'est logique de continuer avec Glénat BD. Donc, cette édition de Conan, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le 7ème tome, et en fait le principe c'est que Glénat, à chaque tome, ils mettent un duo d'auteurs qui va adapter une des 21 nouvelles de l'auteur Howard, l'auteur de Conan le Cimérien. Même s'il y a plein d'autres histoires de Conan, mais il y en a vraiment 21 qui ont été écrites par Robert Howard. Donc là c'est les clous rouges. Alors à la fin du tome, il y a un petit bonus qui est un mec qui est un spécialiste de Conan qui explique un peu l'œuvre, le contexte géopolitique, l'histoire de l'auteur. Et cette histoire c'est censé être une des meilleures. Elle est vraiment pas mal. Alors c'est un gros univers aztèque maya, parce qu'il y a un peuple qui, visuellement, dans les décors, dans leur look, dans leur nom, ça rappelle tous ces créatures mayas, Tezcatlipoca, Quetzalcoatl, voilà, ces trucs-là. Vraiment, et franchement un super truc. Alors en plus il y a même le côté, une sorte de monstre, serpent, dragon, c'est un dragon, on dirait un gros T-Rex. Et super histoire avec un peuple, Conan arrive dans une cité qui est perdue, qui est entouré de dragons, enfin, il y en a au moins un, ils en ont vu un. Et en fait, c'est un peuple qui s'est retranché sur eux-mêmes dans une méga forteresse, et ils se font plus ou moins la guerre entre eux, parce qu'il y a 3 clans qui se sont créés, mais ils sont dans une gigantesque forteresse. Donc chacun a une aile de la forteresse, et ils se font la guerre depuis 50, 100 ans. C'est marrant, voilà. C'est une super histoire, c'est en 50 tomes. Voilà, si vous êtes curieux, allez-y. De toute façon,
vous allez voir, c'est très particulier parce que chaque tome, c'est un nouveau dessinateur, donc un nouveau style, un Conan totalement différent. Là, on a un Conan avec une tête un peu plus Cro-Magnon, des cheveux beaucoup plus longs, une musculature vraiment imposante. Il fait beaucoup plus Schwarzenegger que les autres. Born to be on Here, tome 6. Alors, avant de commencer à parler de ce volume, petit instant pub. L'auteur de ce manga, c'est Hiroaki Samura, l'auteur de L'Habitant de l'Infini. Dans pas longtemps, sur Amazon Prime, on va avoir l'adaptation, enfin la seconde adaptation de son manga ultime, son œuvre culte, L'Habitant de l'Infini. Ça va être énorme. J'ai vu la bande-annonce, c'est énorme. Faut que vous regardez ça. Voilà. C'était juste pour vous parler. Si vous ne connaissez pas encore Hiroaki Samura, l'auteur de L'Habitant de l'Infini, Sword of the Immortal, ou alors j'ai plus le nom japonais, faut au moins que vous regardiez l'anime, qui est génial. Enfin franchement, il a l'air génial. La bande-annonce vend du rêve. Ça va être une dinguerie. Les gens que vous avez vu Kimetsu no Yaiba, vous avez oublié. C'est trop bien, L'Habitant de l'Infini. C'est top 10. C'est dans mon top 10. C'est le meilleur manga de tous les temps que j'ai vu. Voilà, je le dis clairement. Donc, Born to be on Here, c'est le 6ème tome de la série qui parle de la radio. Ouais, l'auteur, après avoir fait des mangas de samouraï, il a dit bon, je vais faire de la radio. Totalement différent. Donc là, c'est dans ce tome-là, la première moitié met fin à l'arc de la secte, qui était assez particulier vers la fin, avec la grosse baston. T'attends pas à voir ça, tu vois de la grosse baston, les mecs qui se bastonnent, qui se donnent. T'as Minae qui affronte un sumo, il fait une prise de karaté, elle le fout par terre. J'ai dit waouh, c'est quoi ce manga? C'est assez particulier. Franchement, super titre. Je m'attendais à revoir un petit peu le petit gamin qui suivrait Minare durant la deuxième partie du tome. Finalement, à l'acheter au bord de la route. Voilà, c'est horrible ce que je dis. On a aussi le personnage, alors j'ai plus le nom de le personnage, c'est un personnage qui ressemble, en plus l'auteur le dit, hein, c'est pas le personnage de l'Habitant de l'Infini, c'est Tachibana, avec son histoire avec son frère qui est un peu plus mis en avant, expliqué. C'est spécial, hein, c'est glauque, hein, l'histoire de Tachibana avec son frère qui l'enferme chez elle, il dit non tu sors pas, je te contrôle, on dirait, en plus elle dit ouais, on dirait que je parle comme une femme battue, gars, il te séquestre, hein, c'est chaud, c'est bizarre, c'est très particulier, quand j'ai les 2-3 chapitres sur elle, j'ai fait wow, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu racontes, porte plainte chérie, je sais pas là, c'est spécial comme relation frère-sœur, et alors je sais pas si ça va être dans le tome suivant, mais en tout cas ils introduisent une sorte de début d'arc sur un Hikikomori, à voir la suite, mais en tout cas je suis assez intrigué, parce que va écrire l'auteur à ce sujet-là. Bestiarius, 7ème et dernier tome de cette série fantastico-antique de Masasumi Kakizaki, l'auteur, enfin le co-auteur de Rainbow, un super titre, allez-y, c'est casé aussi. Bestiarius, donc ça y est, c'est le grand final, pas aussi grandiloquent auquel je pensais, parce que en fait, pendant 6 tomes, on t'a présenté différents Bestiarius, et je me dis, ouah, ça va faire Avenger à la fin, ils vont tous se rencontrer et s'unir. Bah finalement, ça se finit avec Finn qui affronte le grand méchant. Voilà, et c'est tout. Voilà, c'est tout. Il affronte Donatien, l'empereur, et il le bat. Et voilà, enfin il le bat, pas lui directement, mais voilà, il défait l'empereur, et c'est tout. J'attendais vraiment à ce que, bon, même si la plupart sont décédés, mais ça aurait été vraiment encore plus épique que tous les Bestiarius des 6 tomes précédents, bon, même s'il n'y en a pas eu 6 en tout, il y en a eu 4 ou 5, s'allie contre l'Empire, ça aurait été épique. Bon, ça reste un tome épique avec un gros combat avec, comment il s'appelle, la chimère, la Longinus, voilà, lance de Longinus, il y a plein de trucs, c'est vraiment épique, t'as l'elfe noir qui affronte son maître, c'est épique, mais ça aurait été tellement plus épique si on avait eu un Avenger, voilà, voilà, c'est pour vous expliquer, voilà, chacun des Bestiarius qu'on a rencontrés, on a vu Finn, on a vu Arthur, on a vu, il y avait le mec avec son frère Minotaur, qu'on voit vite fait là, il fait un caméo, il est devenu alcoolique, franchement, est-ce que c'était utile de le faire revenir? Non. Voilà, il y a l'elfe noir, je pensais qu'on le verrait un peu plus en avant, ou au moins qu'on voit les descendants, bah même pas, le descendant de Arthur et du, comment il s'appelle, du général, à peine, mais le pire c'est qu'on les voit, ils sont tous là, sur les coups, alors en plus ils sont tous là, sauf le mec sauf le frère avec le Minotaur, c'est triste, c'est le seul qui est absent sur la couverture. C'est dégueulasse. Le mec, on l'a oublié, c'est devenu un alcoolique, c'est non, toi t'existes plus, on te connaît pas, dégage, on a un peu honte de toi. Voilà. Mais ça reste très bien, cet tome, c'est génial, c'est super bien dessiné. Kakizaki, de toute façon, très bon auteur, très bon dessinateur. Et Bestiarius, très bon titre, voilà, en 7 tomes, je vous le conseille. J'espère que Kazé, pour ceux qui ne connaissent pas encore, va sortir un pack 7 tomes, ce sera au moins. Ça vous permettra peut-être de lancer la série d'un coup, sans se dire ah j'ai pas envie de prendre 7 tomes un par un. Là vous aurez 7 tomes d'un coup, voilà. Bestiarius, très bon titre, je le redis encore une fois.
Golden Kamuy, tome 16, tome très particulier parce qu'on a 3 histoires dans ce tome. On a notamment Hijikata qui retrouve une de ses vieilles connaissances, un adversaire du temps où il était beaucoup plus jeune. Et j'ai beaucoup aimé alors l'effet qu'a donné l'auteur où t'as le personnage qui est sénile et qui imagine les personnages en disant « Ah, c'est toi! Ah, t'as pas changé !» Bah, parce qu'en fait, il est tellement sénile qu'il croit que le mec il est en face, qu'il reconnaît, mais il l'imagine comme il y a 40 ans, quand il était jeune et fringant. Donc il voit Hijikata jeune, ce qui est assez particulier, et il y a un petit combat de samouraï qui est bien stylé. Ensuite, on retrouve Sugimoto qui va dans un cirque. Voilà, c'est la moitié du tome, c'est un peu moins la moitié du tome, où t'as Sugimoto qui va dans un cirque, qui va faire un spectacle. J'ai dit, ok, très bien. Bon, c'était particulier, hein, surtout avec le petit côté saltimbanque. On fait des arnaques, on fait croire qu'on a une arme qui blesse, mais en fait, c'est rien du tout. Et au final, on a le tome qui se termine avec un adversaire qui va être assez dangereux. On a un russe avec un sniper, je n'arrive plus à dire mon mot. En plus, en face, il y a aussi un sniper. On va voir un putain de combat de tir d'élite, ça va être génial. J'ai hâte de voir le tome 17, parce que je pense que le sniper va vraiment être mis en avant. Là, il va avoir un putain de duel de tir d'élite, ça va être trop cool. J'ai hâte de lire ça, j'ai hâte de voir ça. Golden Kamuy, franchement, bon, ça traîne un peu, mais c'est toujours aussi bien. Voilà, quand je dis ça traîne un peu, je pensais que la série se terminerait au bout d'une quinzaine de tomes. Peut-être que ça se terminerait au tome 20, hein, on va voir. Mais c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi prenant à lire. Mais c'est vrai que bon, pour une histoire de chasse au trésor, tu dis putain, ces tomes, ça commence à devenir un peu long. Mais il y a tellement, t'apprends tellement de choses, tu vois tellement de choses. Là, il part dans une sorte de région, vraiment, c'est au-dessus d'Hokkaido, donc c'est le continent qui est conquis par les Russes, mais maintenant c'est plus ou moins dominance japonaise. Voilà, des trucs que tu savais pas. Franchement, je kiffe. Mais voilà, franchement, Golden Kamuy, toujours aussi bien. J'aime énormément ce titre, qui m'apprend une partie de l'histoire que je ne connais pas, et du monde que je ne connais pas non plus. Voilà, c'était mes lectures. Alors, avant de se quitter, mettez plein de pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo, et en description, il y a mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. Et bah, je vous dis à plus, et continuez à lire plein de mangas.